Bienvenue sur les numériques dans ce nouveau numéro de Jeudi Pro. Aujourd'hui, on va parler d'une application qui est assez bien identifiée par les Français, puisqu'il s'agit de Lydia, une application qui permet de faire des remboursements entre amis, mais pas seulement. On va en parler dans quelques instants avec notre invité. Il s'agit d'Antoine Porte, cofondateur de Lydia. Bonjour Antoine. Bonjour. Alors Antoine, vous avez quand même réussi à faire un tour de force avec votre société, puisque vous êtes rentré un petit peu dans le langage commun avec cette expression « je te fais un Lydia ». Maintenant, ça fait quelques années que c'est rentré un petit peu dans le langage populaire. Qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui de savoir que vous avez réussi un petit peu cette petite performance ? C'est une immense fierté d'être rentré dans le langage commun et peut-être un jour dans le dictionnaire. Si on avait imaginé ça au début, on aurait pris la grosse tête. Ce qui est bien, c'est que c'est arrivé naturellement, petit à petit, que les gens se le sont appropriés. Nous, on s'est concentré sur concevoir un service de qualité et puis on a eu la chance de choisir un nom que les utilisateurs apprécient pour qu'ils le choisissent comme nom commun. Vous êtes devenu en décembre dernier une licorne, notamment avec une levée de 103 millions de dollars. C'est l'une des opérations qui a permis à la FinTech de réaliser une très belle année 2021 avec 2,5 milliards d'euros d'investissement sur les 11,6 milliards injectés dans la French Tech. Comment expliquez-vous cette bonne santé de ce secteur ? Je pense qu'on a un moment qu'on appelle le time to market, c'est-à-dire un moment où les utilisateurs sont friands de ce type de service. Ils commencent à comprendre en masse comment ça peut changer leurs habitudes et leur permettre d'accéder à des nouveaux services financiers, plus simples, plus rapides, parfois moins chers. Et donc, ils s'y intéressent de plus en plus. Donc, un succès populaire qui fait que les entreprises qui fournissent ce type de service, on le vend en poupe et ont donc l'opportunité de faire rentrer de nouveaux investisseurs qui leur apportent de l'argent frais pour accélérer leur croissance, soit en termes de production de nouvelles fonctionnalités innovantes, soit d'expansion, ou les deux, comme dans notre cas. On l'a vu ces dernières semaines, il y a eu beaucoup de nouvelles licornes françaises qui sont des fintech, et c'est justement ce qui a inspiré la question de nos camarades de ZDNet. Alors tout le monde se félicite du succès des licornes françaises dans le domaine de la fintech, avec des levées de fonds et des valorisations conséquentes ces derniers mois et ces dernières semaines. Néanmoins, à l'échelle européenne et mondiale, vous faites face à des géants. Je pense à Stripe avec une valorisation de 95 milliards de dollars, je pense à Revolut avec 33 milliards de dollars. Comment est-ce que vous allez pouvoir rivaliser à l'international avec ces acteurs ? Alors, je pense qu'il y a un sujet de taille de marché. On disait que ces sociétés, on le vend en poupe en France. Elles l'ont beaucoup plus depuis plus longtemps dans les pays anglo-saxons, qui sont plus friandes d'innovation. Je crois que les anglo-saxons sont toujours plus friandes d'innovation. C'est peut-être pour ça que ça vient... Plus éduqués aussi sur le plan financier, peut-être. Ça, c'est certain. On peut parler un peu de culture. Moi, je crois, parce que c'est mon métier, c'est le produit, c'est le marketing, qu'au-delà de l'éducation ou de la culture, c'est aussi une question de valeur ajoutée. Comment est-ce qu'une entreprise a un produit capable de montrer sa valeur ? Et en Angleterre, ou aux États-Unis, ils sont plus vite capables de présenter un service de qualité à une clientèle qui l'attendait. Ce qu'on est moins capable de faire en France pour plein de bonnes ou de mauvaises raisons. Moi, j'adore le petit village gaulois, stéréotype gaulois. Je crois que tous les Français aiment bien cette image et elle est vraie. Récemment, on m'a raconté une anecdote d'une finale de match de tennis qu'on était censé perdre il y a 30 ans de ça et qu'on a gagné avec de la poigne et du culot. Et on va faire pareil. Je pense que c'est pas qu'une question de moyens. Je pense qu'on l'a montré avec Lydia. Quand on a lancé ce service de remboursement entre amis, il en existait des dizaines en France, des centaines en Europe, parfois assez similaires, et on a réussi là où d'autres n'ont pas réussi pour plein de raisons. Mais peut-être aussi parce qu'on avait moins de moyens, moins de facilité, que donc on a trouvé des solutions parce qu'on avait des problématiques que d'autres n'avaient pas. Un cahier des charges était peut-être plus complexe. Donc c'est pour ça qu'on dit souvent qu'une entreprise qui arrive à percer en France est bien mieux équipée, parce que bien plus solide pour percer à l'international que d'autres entreprises. Lydia a une vision européenne, et malgré la présence donc, de ces entreprises anglo-saxonnes aussi sur ces marchés-là, on voit bien qu'il y a une place énorme, gigantesque à prendre en Allemagne, en Italie, en Espagne, au Portugal, en Irlande, malgré des Revolut, des N26. Il y a un marché qui est considérable et qui en est qu'à ses balbutiements. Vous revendiquez 5,5 millions d'utilisateurs en France principalement et dans certains pays européens. Quel est le profil type de l'utilisateur de Lydia ? Est-ce qu'il y a un profil type identifié ? Aujourd'hui, la majorité de nos utilisateurs ont entre 20 et 35 ans, même si
il y a une tendance de fond qui est qu'avant, la base qui connaissait une croissance, la part de la base qui connaissait une croissance la plus importante, c'était les plus jeunes entre 20 et 25 ans. Aujourd'hui, c'est bien plus les 28-35 ans. On parle d'utilisateurs qui font notamment des transactions entre particuliers, c'est comme ça que Lydia s'est fait connaître, mais vous avez aussi des offres premium pour disposer aussi de cartes. Aujourd'hui, combien de comptes courants comptabilisez-vous et quel est votre objectif à terme ? Alors, c'est dur de définir un compte courant, sachant qu'aujourd'hui, nous, on ne pense pas que ce soit une bonne idée que les gens quittent leur banque actuelle pour tout migrer sur nos services. Je pense qu'il faut aller progressivement, il faut tester les services. Aujourd'hui, c'est plus de 200 000 utilisateurs qui utilisent une carte Lydia, qui prend plusieurs formes. C'est une carte plastique, c'est assez standard pour retirer, pour payer en magasin. C'est aussi le sans contact, via des services comme Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay, qui permettent de payer en sans contact et sans limite de montant avec son téléphone, et surtout de manière bien plus sécurisée qu'avec sa carte plastique en sans contact. Et pour finir, des cartes qu'on appelle des cartes dématérialisées, des cartes Internet qui permettent de payer sur Internet de manière beaucoup plus sécurisée. Pourquoi ? Parce que... C'est un usage unique ? Alors, ou pas. Pour les abonnements, en tout cas, vous pouvez faire soit une carte pour un prestataire, un fournisseur, ou alors une carte pour un paiement. Du coup, vous avez capté quand même une clientèle assez jeune via le service de transaction. L'idée, c'est de les garder maintenant en étoffant votre offre. Est-ce que l'idée, c'est d'aller de tendre davantage vers des services bancaires classiques quand même, et notamment pour gagner de l'argent, parce que j'ai cru comprendre que vous perdiez de l'argent sur ces transactions entre particuliers. Est-ce que finalement, l'idée, c'est d'étoffer avec des services un peu plus premium pour notamment devenir rentable ? Donc, on fait du crédit, du trading, de l'épargne aussi. On a un compte d'épargne rémunéré à 0,6% quand même, c'est intéressant, et sans limite, donc bien au-delà du livret A. On a des cartes avec assurance et avec conciergerie. On fait des choses qui existent déjà finalement. Alors, des choses qui existent, oui ou non. Déjà, soit sur des services dédiés, tout ça au même endroit, moi je vous dirais que non. Et encore moins, toutes les néobanques surfent un petit peu sur cette offre-là pour aller concurrencer, aller chercher finalement, capter le client de la banque traditionnelle. Oui, alors je dirais nous on les a tous. Déjà, pour commencer, on fait tous ces services. Alors on pourrait toujours en ajouter, mais déjà on les fait tous. Par exemple, si on prend rien que le trading, on est la seule. Allez, je prends le mot challenger bank ou néobank, même si je n'ai pas le droit, on ne doit pas nous appeler banque puisque nous sommes basés une banque. On va dire fintech a proposé des remboursements entre amis, un compte courant sérieux, c'est-à-dire IBAN français, tenue de compte, carte, prélèvement, tout ce dont vous avez besoin. On fait juste pas les chèques. On est la seule, à ma connaissance en France, à cumuler ces trois choses, donc remboursement, compte courant sérieux et trading, dans laquelle... Notamment des cryptos. Voilà, c'est ça. Donc le trading qui est particulier parce que on mixe 4 choses qui sont très différentes, qui permettent de diversifier vos portefeuilles et de manière avec la même expérience client que la façon dont vous remboursez votre ami. Cette offre de trading, vous l'avez lancée il n'y a pas si longtemps que ça, c'était fin 2021 avec la plateforme autrichienne Bitpanda qui est spécialisée dans le trading. Quel bilan dressez-vous de ce service ? Est-ce que aussi ça constitue d'une certaine manière un levier efficace pour monétiser justement votre application ? Comme toute super app, il y a des services sur lesquels, et comme un supermarché en fait, il y a des services sur lesquels on ne gagne pas d'argent. C'est assez rare qu'on en perde quand même. Il y a des services sur lesquels, même s'ils coûtent, il y a des services sur lesquels on gagne un petit peu, il y a des services sur lesquels on gagne beaucoup. Donc, je ne vais pas tous les citer, ça dépend aussi de la typologie de client. Quelqu'un qui va investir beaucoup d'argent, quelqu'un qui va... Donc, et l'idée, c'est que dans ce mix-là, il faut qu'on s'y retrouve, comme toute entreprise. Il faut pérenniser le service pour une simple et bonne raison, c'est qu'on ne veut pas être une proie facile pour des acquéreurs potentiels qui pourraient trop vite nous mettre hors course, voire changer notre nature, qui est une entreprise française qui veut offrir un service au plus grand nombre et ne jamais s'arrêter d'innover et d'être encore, j'espère, pour plusieurs décennies, ça fait déjà 10 ans, du poil à gratter dans les chaussures, dans les sous-vêtements des banquiers qui ont du mal à se remettre en question parce qu'ils sont assis sur une montagne d'or et qui crachent chaque année un peu plus d'argent. Et donc, je crois qu'ils ont besoin des fintechs comme nous, comme Spendesk, comme Conto, comme tant d'autres, qui viennent les forcer à innover, parce qu'il faut rester modeste, on ne va pas remplacer les banques. Elles se portent très bien. Par contre, on peut leur montrer la voie en leur piquant un peu de leurs clients, en leur montrant comment ça pourrait mieux marcher, pour qu'elles se remettent en question et qu'elles améliorent leur service. Merci beaucoup Antoine, merci Marco, merci Karl à la réalisation et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Jeudi Pro.